On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des nouveaux projets de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Mais tout d'abord, elle est auteure, elle fait dans la jeunesse et elle nous présente ses deux nouveaux ouvrages. J'aime bien parler de littérature jeunesse, surtout quand c'est produit par des gens d'ici. C'est drôlement utile quand on est parent, surtout de jeunes enfants. C'est plus mon cas aujourd'hui. Ce sera peut-être mes petits-enfants dans quelques années, mais c'est très important parce que quand on est parent avec des enfants en jeune âge, on se cherche du matériel utile. Oui, pour la lecture du soir, mais même pour d'autres types de lectures. Et là, je trouve ça intéressant aujourd'hui. Valérie Fontaine, qui est une auteure d'ici, nous arrive avec deux nouveaux produits. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et là, si je sais compter, il s'agit donc du 47 et du 48e. Exactement. Donc, on approche 50. Oui, d'ici en combien d'années? Fin décembre. Ça fait 12 ans que je suis... 12 ans et demi. Ça fait 12 ans et demi que je suis publiée, que je suis une auteure publiée. Une auteure publiée, oui. Donc en 12 ans, on aura sorti tout près de 50 ouvrages. C'est énorme. Oui, je suis vraiment très fière de ça. Moi, je pensais en faire un. Alors, chacun qui s'ajoute, c'est un beau cadeau. Mais si on remonte il y a 12 ans, avant de parler là, des deux nouveaux ouvrages, là, comment ça a commencé il y a 12 ans, puis pourquoi il y en a presque 50 aujourd'hui? En fait, il y a 12 ans, c'est vraiment un événement triste qui est arrivé dans ma vie, le décès de mon père le lendemain de la naissance de mon garçon. J'étais enseignante au primaire à ce moment-là, très intéressée par la littérature jeunesse. Donc, rapidement, pour surmonter ce deuil-là, je me suis tournée vers la littérature jeunesse, puis j'ai pas trouvé ce que je cherchais, en fait. Donc, j'ai écrit Toujours près de toi, qui est devenu mon premier album. Et maintenant, on est là 12 ans plus tard. Vous dites, je ne trouvais pas ce que je voulais. Vous cherchiez quoi à l'époque? D'abord, il n'y a pas beaucoup d'albums sur le deuil, en général. Ensuite, moi, je ne voulais pas expliquer la mort. Je voulais quelque chose de positif. Je voulais pas quelque chose de triste. Puis, ce que je cherchais, en fait, c'est quelque chose qui parlait des souvenirs qu'on garde des personnes qui sont parties. Puis ça, j'en trouvais pas. Vous dites, je pensais en faire qu'un seul. Qu'est-ce qui fait que vous en avez fait d'autres? En fait, je pensais que j'allais en faire seulement qu'un parce que je me faisais pas vraiment confiance. Donc, peut-être que c'est la confiance qui s'est amenée tranquillement pas vite. C'est cette passion-là aussi qui a pu grandir. Le temps aussi qui passe, qui m'a permis tranquillement pas vite de donner plus de temps à ma carrière d'auteur en délaissant un peu ma carrière d'enseignante. Il y a toutes sortes de choses qui m'ont aidée là-dedans. Ouais. Êtes-vous toujours enseignante? Non, plus maintenant. Plus maintenant? Non, je fais beaucoup de tournées scolaires en tant qu'auteur, mais j'enseigne plus du tout depuis 5 ans. Donc, dédié pleinement à ça? Oui. Wow. La chance. En même temps, c'est quoi le fil conducteur de ces 12 ans de littérature jeunesse? Entrer le livre dans les maisons. En fait, c'est vraiment ça, donner le goût de lire aux enfants qui vont devenir des lecteurs adultes. Puis on le sait que la lecture, c'est super important. Moi, je l'ai vu pendant que j'enseignais. Je le vois avec mes 3 enfants aussi. Donc, fournir des livres de qualité, mais des livres aussi qui vont intéresser les enfants, qui vont intéresser les parents. Ouais. Donc, oui. Question et sous-question. Est-ce qu'il y a beaucoup de littérature jeunesse? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont produites au Québec? Oui, on a vraiment une belle littérature jeunesse au Québec maintenant. Quand j'étais petite, on avait à peu près juste La Courte Échelle. Maintenant, il y a beaucoup de maisons d'édition, il y a beaucoup d'auteurs jeunesse. C'est une littérature qui est vraiment très vivante, la littérature jeunesse au Québec. Et là, je présume qu'avec le bagage que vous avez aujourd'hui, c'est plus facile de publier, de distribuer? Oui, bien là, j'ai plusieurs maisons d'édition, donc c'est plus facile pour moi quand j'ai une idée de projet de me tourner vers la maison qui va pouvoir m'accueillir. Oui. Bon, on arrive ici avec Histoire dont tu es l'auteur, Le bruit. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau titre de la série Histoire dont tu es l'auteur. C'est le format Livre dont vous êtes le héros, avec lequel je m'amuse. Je voulais offrir ce genre d'histoire-là aux plus petits. Habituellement, c'est surtout les ados qui ont accès à des livres où on peut faire des choix qui vont influencer l'histoire. Puis je voulais aussi parler des genres littéraires avec les petits. Donc, selon les choix qu'ils vont faire, ils vont avoir accès à une histoire qui fait peur, une romance, une histoire de science-fiction. Donc, je touche un peu à tout. Et pourquoi le bruit? Parce que dans cette série-là, le déclencheur, le problème de l'histoire, c'est toujours un problème banal que les enfants ont vécu. Alors, il y a un petit garçon dans un livre qui perd un ballon, une petite fille qui trouve une araignée, puis ici, il entend un bruit bizarre, comme la majorité des enfants l'ont déjà vécu un soir avant de se coucher.
Et là, ils cherchent d'où vient le bruit? Exactement. Puis là, bien, ça peut amener dans toutes sortes d'aventures différentes. OK. Est-ce que vous les testez avec des gens de votre entourage ou avez-vous un bassin de jeunes publics? Puis pour tester un peu la réception, la réceptivité que vous avez? Je les propose parfois à mes enfants. Qui ont quel âge? Ma plus jeune a 10 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans. OK. Donc, moi, j'écris du 3 à 14 ans. Donc, jusqu'à maintenant, ça va, ils sont encore dans mon public. Nul n'est prophète dans son pays. Hein. Mes enfants ne sont pas toujours intéressés à servir de testeurs. Mais non, maintenant, je connais assez bien mon public pour naviguer toute seule. Puis c'est sûr que mon éditeur aussi me donne un coup de main là-dedans. Bon. Et cette série Histoire dont tu es l'auteur, il y en a combien jusqu'ici? Là, il y en a 3. C'est le 3e. Il y en a d'autres qui s'en viennent l'année prochaine. Bon, parce que ce qui est intéressant, bon, on dit David est réveillé par un bruissement Oui. étrange et inquiétant. Bon, finalement, je n'ai pas fait ma première année. Mais d'où provient ce son et qu'est-ce que c'est? Mais là, puisqu'il s'agit d'une histoire dont tu es l'auteur, ce sera à toi de décider du sort du héros. Donc, on veut pas juste une lecture passive, mais on veut une implication du lecteur. Oui, c'est ça. Puis je voulais le placer dans une posture d'auteur aussi. Habituellement, les livres dont vous êtes le héros, c'est nous le personnage principal. C'est écrit au-dessus habituellement. Mais là, c'est vraiment un personnage qui est extérieur. Donc, c'est pour ça que la posture de l'auteur, on choisit qu'est-ce qui va arriver au personnage. Parce qu'on dit amuse-toi à varier tes choix et recommencer l'histoire de différentes manières. Oui, les histoires sont très courtes. Donc, pour les nouveaux lecteurs qui se découragent ou même les enfants qui ont de la difficulté en lecture, c'est très accessible. Puis c'est pour l'heure du dodo aussi, ça fonctionne bien avec les parents puis les plus petits. Puis, bien évidemment, j'espère que les enfants vont être curieux puis vont essayer les chemins qui sont possibles. Mais souvent, le souvenir que j'ai, moi, avec mes jeunes enfants, nous, comme adultes, on va lire un livre, on va regarder un film. C'est bien rare qu'on le regarde une deuxième fois ou qu'on relit le même livre une deuxième fois. Ah, les enfants, c'est un peu drôle parce que combien de fois mes enfants me disaient « Papa, tu sais, telle histoire, j'aimerais ça que tu m'as relises. Puis pas deux fois, là. Non. Des dizaines et des dizaines de fois. Puis là, tu te dis « Comment l'enfant, il n'est pas tanné? Ça fait 20 fois que je lis la même histoire. » Puis il est toujours aussi content de l'entendre. Pourquoi? Bien, en fait, c'est à la base, c'est que ça les rassure de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment ça. Puis le fait qu'ils aiment beaucoup l'histoire, puis qu'ils savent qu'est-ce qui va arriver. Oui, c'est très courant. Puis des fois, en tant que parent, mais c'est la même chose pour les films. Là. Les enfants, des fois, vont regarder le même film 10 fois. On ne comprend pas trop pourquoi, mais bref, ils ont une espèce de répétition en eux. Probablement aussi qu'ils découvrent autre chose à chaque lecture, puis ça leur permet d'avoir plus de plaisir. Autre livre, donc, qui sort quasi en même temps, Le monde du livre de A à Z. Là, on est dans un plus grand format. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mon premier documentaire, en fait, sur le monde du livre. Alors, c'est un documentaire abécédaire, donc c'est classé par ordre alphabétique de mots. Pour chacune des lettres, je vais mettre en vedette un mot qui est lié au monde du livre et plein de petits mots aussi que je vais expliquer à ma façon, en fait. C'est vraiment à ma couleur. Donc, c'est pas un vrai documentaire froid et distant avec de la matière. C'est beaucoup d'informations sur le monde du livre, mais vraiment avec mon regard à moi. Donc, je voulais mettre en contact les enfants avec le monde du livre. Puis aussi, je me fais poser beaucoup de questions en rencontre d'auteurs. Donc, répondre à ces questions-là aussi. On dit souvent, puis même pour les adultes, que, bon, lire, ça donne du vocabulaire. Quand je regarde la façon dont c'est bâti, je me dis que là, il y a un paquet de mots, probablement, que l'enfant dit « Ouais, ça, qu'est-ce que ça veut dire glossaire? Qu'est-ce que ça veut dire graphiste? Qu'est-ce que ça veut dire écrire, épreuve, épilogue? » Bon, est-ce que ça crée donc beaucoup de questions de la part de l'enfant qui vient découvrir en même temps du nouveau vocabulaire? Oui, mais en fait, le vocabulaire qui est lié au monde du livre est très précieux. On l'apprend de plus en plus à l'école, c'est rendu au programme. Donc, chaque enfant va y aller un peu à sa mesure. Là. Il y a des mots qui sont plus relevés et soutenus, mais il y en a d'autres aussi qui sont accessibles comme auteur, illustrateur, la maison d'édition. Tu sais, je prends comme le mot « dédicace ». Oui. Bon, tu dis ça à un enfant de 4-5 ans, dédicace, bon, il faut probablement expliquer ce que c'est. En même temps, l'explication, elle est en dessous. Oui, c'est ça. Petit message imprimé au début du livre pour rendre hommage à une personne chère à l'auteur. Bon. Oui, puis rapidement, en primaire, on va en parler de la dédicace. En première année, deuxième année, maintenant, les enfants savent qu'est-ce que c'est une dédicace. Plus ils vont s'approprier ce monde-là, plus ils vont avoir envie de lire. En fait, je l'espère. Bon, quand vous lancez comme ça de nouveaux bouquins en librairie, c'est en librairie? Est-ce que c'est en ligne aussi? Oui, il y a possibilité de les commander sur les sites de librairie. Oui, ils ne sont pas en format électronique? Ceux-là, je ne pourrais pas vous dire. Peut-être que
Je pourrais pas vous dire. Il y en a plusieurs dans mes livres, oui, qui sont disponibles en format numérique. Ceux-là, je ne sais pas, par exemple. Il faudrait que je vérifie. OK. Mais il y en a certains qui le sont. Oui. Donc, aujourd'hui, les auteurs travaillent avec les deux possibilités. Là. Oui, bien, en fait, pour mon travail, ça ne change pas grand-chose. Évidemment. Parce que l'éditeur va juste mettre le fichier dans le bon format sur Internet, sur les sites des librairies. Pour ma part, bien, moi, ça reste la même chose. Mais est-ce qu'on sait si la réaction des enfants ou des parents est bonne, que ce soit en vrai ou en format numérique? En jeunesse, je pense qu'on en a encore pour un long bout avec du format papier, justement parce que c'est une relation pas la même très qu'avec une privilégiée. tablette. Non, c'est ça. Puis il faut avoir les outils aussi pour lire sur une tablette. Au niveau du format aussi, on fait attention quand on est en jeunesse, justement, à offrir des formats différents. Bon, bien là, en numérique, c'est plus difficile. Non, mon format papier, c'est encore ça. C'est ce que je me dis, comme une relation qui ne s'explique pas, là, qui n'est pas la même avec une tablette. Oui, je suis encore comme ça, d'ailleurs. Et là, vous avez dit que bientôt, vous aurez 49 et presque 50 nouveaux ouvrages. C'est quoi les prochains projets sur la table? Là? 2 livres de Noël. Okay. Un nouveau titre dans ma série, Les 1000 enfants. Donc, c'est une famille de 1000 enfants. Et là, on va voir comment on fête Noël avec 1000 enfants. Un beau défi. Et le 3e calendrier de l'Avent aussi, qui est publié chez Scholastique. C'est une histoire qui est divisée en 24 jours pour le mois de décembre, en fait. Okay. Donc, à tous les jours, il faut patienter au lendemain pour voir la suite. D'où vient toute cette inspiration? Autour de moi, beaucoup. Je suis très curieuse, je suis très à l'écoute aussi de ce qui se passe. Mes enfants, moi, quand j'étais petite aussi, ça m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup d'idées autour de nous. Il faut juste les attraper. Il faut les attraper. Ouais. Puis après ça, partir avec ça. Puis travailler. Rendu là, c'est du travail. Ouais. Mais trouver les idées, d'habitude, c'est quand même assez facile. C'est d'aller au bout de ces idées-là qui demandent du temps puis du travail. Parce qu'en même temps, on est dans la création. Mais en même temps, on se donne aussi l'obligation de produire. Oui, parce que c'est mon travail quand même. C'est ça. Oui, j'ai des échéanciers à respecter, j'ai des ententes avec mes éditeurs. C'est sûr que je travaille toujours sur des projets qui m'animent puis qui me plaisent. Est-ce que c'est difficile pour l'artiste en vous de dire, là j'ai pas le choix, là, j'ai telle date à rencontrer, il faut que je soumette quelque chose? Là. Mais en fait, pour moi, c'est dans cette date-là. Ça me force à me mettre au travail. Oui, la pression est positive? Oui, sinon la procrastination est un peu facile. Donc, les échéanciers, ça me fait du bien. Puis de savoir qu'il y a des nouveaux projets aussi qui s'en viennent, c'est toujours rassurant quand on est auteur. Bon, donc, Histoire dont tu es l'auteur, cette série, donc Le Bruit, avec des illustrations de Geneviève Viel-Tachereau. Ça, c'est disponible chez Québec Amérique. Oui. Voilà. Et sinon, Le Monde du livre de A à Z, avec, et ça, c'est chez Bayard. Oui. Mais dans les deux cas, de toute façon, quand on va à la librairie, si on dit Valérie Fontaine, ça marche? Ça va bien aller. Y a-tu un bon étalage à la librairie? Oui, je suis très bien représentée à Saint-Jean-sur-Richelieu en librairie. Bon, un gros merci. Ça va donner des idées, ben, oui, peut-être pour le temps des fêtes, mais avant ça, vous pouvez donc dès maintenant vous procurer ces nouveaux ouvrages. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous retrouve après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Lisanne Richard. Championne du monde de plongeon de haut vol, un sport que tu aimerais pratiquer, Alex. Écoute, des cascades, c'est fou l'entrevue. Manquez pas ça. L'Association de paralysie cérébrale du Québec est présidée par le Joannais Joseph Coury. M. Coury qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Président depuis toujours, ou presque? Depuis toujours. Depuis 22 ans. On commence la 23e. Bon, il faut continuer cette sensibilisation. Le mois d'octobre est un bon prétexte pour le faire. Vous avez des ententes particulières, entre autres, avec une chaîne de restaurants. Bref, qu'est-ce qui se passe de nouveau à l'Association de paralysie cérébrale du Québec? En parlant du mois d'octobre au départ, c'est sûr, ça devient une habitude depuis une dizaine d'années
lors de notre réunion à New York pour annoncer officiellement le 6 octobre comme la journée mondiale de la paralysie cérébrale à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui dans une 84-25 pays à peu près à travers le monde. Et ça se fête, surtout au Canada. On l'a fait il y a 2 ans ici à Saint-Jean, lors du 70e anniversaire. Maintenant, les nouveaux projets s'accumulent, mais des projets majeurs. Parce que nous avons une réputation en or, que ce soit de la population, que ce soit les autorités et surtout des membres et des parents. Nous avons réussi à créer, à travers le mouvement citoyen Association Parents-Enfants, des projets phares qui vont nous donner un pouvoir d'avancer rapidement pour défendre la dignité et le droit des personnes vivant avec la paralysie cérébrale d'une part et pour les aider financièrement et surtout au niveau des services jour après jour. Parlant de financement et parlant du mois d'octobre, parlez-nous de cette entente que vous avez avec un de vos restaurants préférés. Oui, exactement ça. Et surtout la brochette, la brochette de poulet. Ouais. C'est Pedro Merquez, le propriétaire de 3 restaurants. On avait commencé l'année dernière. Des restaurants Vieux-du-Lutte? Au Vieux-du-Lutte, à Saint-Jean, à Saint-Basile et à Saint-Hyacinthe. Et j'avais demandé tout simplement à Pedro, j'ai dit, Pedro, le mois d'octobre, c'est le mois de la paralysie cérébrale. Et surtout la journée du 6. Est-ce qu'on est en possibilité de faire quelque chose avec Au Vieux-du-Lutte? Parce que j'avais déjà rencontré les grands patrons du Vieux-du-Lutte. De donner $1 pour chaque brochette vendue, parce que c'est mon assiette préférée. Sans hésitation, il a dit « je m'engage ». Je m'engage, sans hésitation. Et ça a donné un bon résultat pour un restaurant. Cette année, il est venu me voir. Il m'a dit « Joseph, je suis là. On va continuer pour atteindre tout le Québec. » Et cette année, on continue avec trois autres restaurants. Et cette publicité va nous donner une transparence et surtout une visibilité, pas seulement ici, mais à travers les autres médias qui sont en contact avec le Vieux-du-Lutte. Et ça, on est vraiment fiers de la collaboration avec des gens comme ça. Les 3 restaurants, donc c'est le Vieux-du-Lutte de Saint-Jean, celui de Saint-Hyacinthe et celui de Saint-Basile. Et celui de Saint-Basile-le-Grand. Donc, au mois d'octobre, si on prend une brochette de poulet, il y a $1 qui va à l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Mais c'est pas la première fois que vous faites un truc avec le Vieux-du-Lutte? Non, c'est pas la première fois. Et j'espère qu'ils seront partenaires avec nous pour le Téléthon. On a parlé un petit peu du Téléthon et on prévoit arriver bientôt après avoir transmis ou travaillé pour annoncer notre nouvelle, je dirais, notre nouvelle aventure. C'est le télé-handicap. On a créé une nouvelle chaîne de télévision. Qui s'appelle? Télé-handicap. Qu'est-ce que c'est comme chaîne télé? Ben, c'est sur les médias sociaux. On sait très bien comment ça se passe. On avait des contacts avec Vidéotron, mais malheureusement, ils nous ont demandé de reporter notre émission en préparation du Téléthon. Mais nous, on est prêts déjà. On a déjà une programmation montée. Donc, c'est pour cela qu'on l'a enregistré sur YouTube, Instagram et Facebook. Bon, quelle est cette nécessité pour vous de revenir à la télé? Bon, vous avez fait référence au Téléthon. Évidemment, quand on dit Téléthon et paralysie cérébrale, ça me fait penser à l'époque de Serge Laprade. Là. On Exactement recule. ça. Bon, c'est un peu du haut de mes 51 ans, je me rappelle des Télétons de Serge Laprade qu'on a eu quand même dans plusieurs années. Quelle est l'importance pour un organisme, une association comme la vôtre, de revenir dans une formule de Téléthon? C'est une visibilité, premièrement, le moment où tu reçois des louanges, des confirmations, des honneurs de différentes institutions, que tu as fait ton bon travail. On a besoin de sensibiliser la population sur la paralysie cérébrale. Et la sensibilisation a besoin d'une visibilité, a besoin de l'image, pas seulement des écritures. L'image, c'est la télévision, qu'on le veuille ou non. Et on est capable d'aller de l'avant au niveau du Téléthon, mais on a voulu commencer notre pratique au niveau d'une émission de télévision qui est déjà enregistrée et qu'on est capable, on a déjà fait une première il y a 2 semaines. On était à Granby, on avait invité 106 personnes, membres et enfants. On a passé la journée là-bas et on a été diffusé à travers le monde. Et à travers le monde, ils ont capté. Via les médias sociaux. Via les médias sociaux. Bon, votre mode de diffusion, il passe par quoi? Par Facebook, par Instagram, par YouTube? YouTube. Okay. Par YouTube. Mais on va pouvoir le passer par Instagram et par Facebook. Là. Également. Également. OK. Donc, c'est une émission enregistrée?
D'une durée de... Ben, l'émission, l'autre jour, c'était d'une durée d'1 heure. C'était une pratique. On aura une autre le 29 et on a une autre aussi, une troisième, le samedi prochain. Okay. Ce sont des tests. Donc, il y a une diffusion en direct, mais en même temps, elle est perpétuellement disponible sur le canal YouTube, je présume. Exactement ça. Quelqu'un qui veut aller la voir, dans le champ de recherche, on écrit quoi? Bon, Téléhandicap? C'est une très bonne question. Actuellement, on utilise une autre station de télévision. Ouais. C'est Télénation. Télénation. Télénation, parce que nous, on va être sûr à 100% pour ne pas commettre la moindre des fautes. Et on fait ces pratiques actuellement, et le moment où on est prêt, nos invités sont prêts déjà pour les 3 prochaines années. Nous avons déjà une liste d'invités. On va parler de tout handicap confondu, pas seulement de paralysie cérébrale. Ouais. Et c'est une priorité pour nous. Mais souvent, quand on se parle, vous et moi, oui, on parle de la paralysie cérébrale, mais je vous ai toujours senti ouvert à parler des handicaps au sens très large. Pourquoi? C'est tout à fait normal, parce qu'au Québec, il y a 1 200 000 personnes vivant avec le handicap. D'accord? Et nous, quand on parle de paralysie cérébrale, on parle handicap, mais les autres aussi sont des personnes handicapées. Si on est capable de collaborer ensemble, mais pourquoi pas? Si on va demander quelqu'un qui va parler, disons, par exemple, de l'ataxie ou d'autres choses, c'est quelque chose qui est proche de la paralysie cérébrale. On va lui accorder la chaîne de télévision pour exprimer avec notre animatrice ou notre animateur son sujet. Ça devient comme une chaîne de télévision publique relative à l'handicap. Ça veut dire, quand on parle d'1 200 000, il y a multiplié par 3, on est rendu à 4 millions de personnes liées directement ou indirectement à l'handicap. Ouais. Donc, c'est la moitié de la population québécoise. Parce que les personnes atteintes de paralysie au Québec, c'est quoi? C'est 24 000. 24 000. 22-24 000. OK. On est dans ces eaux-là, donc une vingtaine de mille personnes atteintes de la paralysie. Mais quand on parle de handicap au sens large, évidemment, le ratio s'agrandit de beaucoup, là. Et c'est le point, quand je parlais tout à l'heure, mouvement citoyen, association parents-enfants. La population a besoin de savoir que la vulnérabilité ne relève pas seulement de la personne vivant avec la paralysie cérébrale. Les parents aussi vivent une vulnérabilité absolue. C'est qu'avec les 22 000, on est monté directement à 100 000. Souvent, quand on parle de ramasser des sous pour une cause, ben oui, c'est pour des services, mais en même temps, c'est aussi pour de la recherche. Or, on est en 2022. Qu'est-ce qu'on sait sur les recherches à l'égard de la paralysie cérébrale? C'est sûr, on ramassait des sous, pas seulement pour la recherche, pour les services, pour la vie quotidienne et les services offerts aux membres. La paralysie cérébrale, il y a eu un mouvement avec la génétique il y a 2 ans. On a assisté, on a travaillé avec la génétique, mais on attend toujours les résultats. Et nous, on n'a pas le droit de faire aucune annonce avant d'avoir un résultat confirmé par le gouvernement. Nous avons une chaire à l'Université Laval depuis 33 ans. Nous sommes des membres fondateurs. Ils travaillent, mais la thérapie miracle n'est pas encore au rendez-vous. Okay. Qu'est-ce que vous offrez comme service aux membres? Énormément. Si je prends 2020-2021, on a ouvert nos coffres et nos projets à plus que 300 familles. Et c'est beaucoup. On a, par exemple, même en vote ça lors de notre Assemblée générale. Par exemple, cette année, comme à chaque année, on a annoncé un budget pour les vacances. Après la COVID, on tenait mordicus que les parents et les enfants sortent de la maison. Aller découvrir le Québec, aller prendre du repos, parce que le confinement était dur. Mais nos membres étaient sages avec ce confinement. Et c'était vraiment sage. Donc ça, c'est une partie, on appelle ça les vacances. L'autre partie, les services et les besoins quotidiens. Et surtout, respecter la dignité des personnes. L'engagement pour aller trouver le bon moyen pour répondre à un appartement dont il ne correspond pas à leurs besoins. Ils ont besoin de faire des travaux chez eux pour adapter la salle de bain, ou pour les rampes, ou pour les fauteuils roulants électriques. Tout ça, on participe, on les accompagne. On ne paiera jamais la facture au complet. C'est un accompagnement pour les laisser sentir qu'ils sont responsables aussi de leurs besoins. Et comment arrivez-vous à vous financer ces années-ci? On a une très bonne et excellente réputation. Merci Québec, autorités et publics,
et amis, des offres et des dons et des legs. OK. Et la situation, depuis 22 ans, est toujours dans une position ascendante. On a toujours répondu. Moi, quand je suis arrivé à l'association, qu'on soit franc, il restait 3 mois de vie. Oui, ça n'allait pas très bien. Ça allait pas très bien. Ouais, puis c'était après le fameux Téléthon. Et Après tout ça, le fameux ouais. Téléthon. Et c'est moi qui ai arrêté le Téléthon Ouais. dans le temps. Donc, ça allait mal. Je me suis engagé. Et je pense, mes amis Joanne et Joannès me connaissent un petit peu quand je m'engage. Les lignes rouges s'effacent. Donc, on a avancé rapidement. Et aujourd'hui, la situation financière est excellente. Et on remercie le gouvernement parce qu'après 20 ans, on a fait un dépôt et on reçoit une subvention du gouvernement. Bon, si vous dites que vous avez arrêté le Téléthon il y a 22 ans, là, vous voulez le ramener. Vous voulez faire ça à peu près à quel moment? Nous, on le prévoyait le mois de février prochain. Si on avait eu le mois d'octobre, l'émission de télévision était prête. Mais maintenant, on n'a pas le choix que de le reculer un peu. Mais le Téléthon est toujours un objectif réel. Et la continuité de produire des émissions de télé. Ça via va être pour Téléhandicap. longtemps. Ça, c'est déjà un grand coup. Ouais. On l'a pensé sérieusement. Et vous savez, quand j'ai quelque chose dans ma tête, je ne le sais pas ailleurs. Et c'est une solution valable pour nous. Et puis, entre-temps, donc d'ici le 31 octobre, si vous mangez une brochette de poulet au lieu du lutte de Saint-Jean, Saint-Hyacinthe ou Saint-Basile-le-Grand, 1 $ sera versé à l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Avec un grand merci aux vieux de lutte. Joseph Coury, président, merci beaucoup. Bonne Ça chance fait pour la plaisir. suite. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Préparez-vous pour le retour de Mon Vieux Saint-Jean, la nuit 5e édition. C'est le samedi 15 octobre en soirée, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, avec différents DJ invités, dont un de calibre international. Ça va être une soirée grandiose. Réservez vos restaurants à l'avance parce que ça va partir vite. À demain. Bye-bye.